Et ne vous faites pas l'idée qu'il s'agit de coquetterie, de titillage comme ça. J'avais un espoir, j'avais mis un espoir dans le fait des vacances. Il y a beaucoup de monde qui s'en va. C'est vrai. Dans ma clientèle, c'est frappant. Mais ici, ça ne l'est pas. Je veux dire que je vois toujours les portes aussi encombrées. Et pour tout dire, j'espérais que la salle serait allégée. Moyennant quoi, puis en plus tout ça m'exaspère parce que c'est pas de très bon ton. Enfin, moyennant quoi, j'espérais passer aux confidences, m'installer au milieu de, je sais pas, s'il y avait seulement la moitié de la salle, ça serait mieux. Il va falloir que je retourne à un amphithéâtre qui était l'amphithéâtre 3, si je me souviens bien, comme ça. Comme ça, je pourrais parler de façon un petit peu plus intime. Ça serait quand même sympathique si je pouvais obtenir qu'on me réponde, qu'on collabore, qu'on s'intéresse. Ça me semble difficile de s'intéresser à ce qui est en somme, à ce qui devient une recherche. Je veux dire que je commence à faire ce qu'implique le mot recherche, à tourner en rond. Il y avait un temps où j'étais un peu claironnant comme ça. Je disais comme Picasso, parce que c'est pas de moi. Je ne cherche pas, je trouve. Mais j'ai plus de peine maintenant à frayer mon chemin. Bon. Alors, je vais quand même rentrer dans ce que je suppose. C'est une pure supposition. J'en suis réduit à supposer. À ce que je suppose que vous avez entendu la dernière fois. Et pour entrer dans le vif, je l'illustre. Voilà un nœud. Alors, c'est le nœud qui se déduit de ce qui n'est pas un nœud, car le nœud borroméen, contrairement à son nom qui, comme tous les noms, reflète un sens, il a le sens qui permet dans la chaîne borroméenne, de situer quelque part le sens. Il est certain que si nous appelons cet élément de la chaîne imaginaire, cet autre, le réel et celui-là, symbolique, le sens sera là. Nous ne pouvons pas espérer mieux, espérer de le placer ailleurs, parce que tout ce que nous pensons, nous en sommes réduits à l'imaginer. Seulement, nous ne pensons pas sans mots, contrairement à ce que les psychologues, ceux de l'école de Würzburg, ont avancé. Bon, comme vous le voyez,
suis un peu déçu et j'ai de la peine à démarrer. Alors, je vais entrer dans le vif et dire ce qui peut arriver à ce qui fait nœud. Pour ce qui fait nœud, c'est-à-dire au minimum le nœud à 3, celui dont je me contente, puisque c'est le nœud qui se réduit de ceci que les 3 ronds, les ronds de ficelle, comme autrefois j'avais avancé cette image. Les ronds de ficelle, l'imaginaire du réel et du symbolique, ben, il est clair que qui font nœud. Qui font nœud, c'est à savoir qu'ils ne se contentent pas de pouvoir isoler, déterminer un certain nombre de champs de coincement. Si on met le doigt, on se pince. On se pince aussi dans un nœud. Seulement le nœud est d'une nature différente. Alors, si vous vous souvenez bien, naturellement, je n'en espère pas autant. Si vous vous souvenez bien, j'ai avancé la dernière fois cette remarque qui ne va pas de soi. Il suffit qu'il y ait une erreur quelque part dans le nœud à 3. Supposez qu'au lieu de passer ici, ça passe au-dessus. Ben, ça suffit à faire. Bien sûr, ça va de soi, parce que c'est qu'il n'y a pas de nœud à 2. Il suffit donc qu'il y ait une erreur quelque part pour que ceci, je pense que ça vous saute aux yeux, se réduise à un seul rond. Ça ne va pas de soi, parce que si par exemple, vous prenez le nœud à 5, celui-là, comme il y a un nœud à 4 qui est bien connu, qui s'appelle le nœud de l'estime. J'ai appelé celui-là comme ça, l'idée loufoque, le nœud de la corde. C'est en effet celui qui convient le mieux, et je vous dirai ça une autre fois, c'est en effet celui qui convient le mieux. Oui, c'est absolument sublime. Comme chaque fois qu'on dessine un nœud, on risque de se tromper. Tout à l'heure, au moment où je dessinais ces choses pour les présenter, j'ai eu affaire à quelque chose d'analogue. Forcé Gloria à remettre ici une pièce. C'est comme quelque chose d'analogue parce qu'en dessinant comme ça, on se trompe. Donc, ce nœud-là, si vous vous trompez en un de ces nœuds, c'est la même chose que pour le nœud à 3. Le tout se libère. On manifeste. Ici que ça ne fait qu'un. Si par contre vous vous trompez en un de ces 3 points-là, vous pouvez constater que ça se maintient
comme nœud, c'est-à-dire que ça reste un nœud à trois. Ceci pour vous dire que ça ne va pas de soi qu'en se trompant en un point d'un nœud, tout le nœud s'évapore, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, alors, ce que j'ai dit la dernière fois est ceci, faisant allusion au fait que le symptôme, ce que j'ai appelé cette année le symptôme, c'est le symptôme est ce qui, dans le borroméen, la chaîne borroméenne, est ce qui permet, dans cette chaîne borroméenne, si nous n'en faisons plus chaîne, c'est à savoir, ici, nous faisons ce que j'ai appelé une erreur. Ici, et aussi, c'est-à-dire, du même coup, si le symbolique se libère, comme je l'ai autrefois bien marqué, nous avons un moyen de réparer ça, c'est de faire ce que, pour la première fois, j'ai défini comme le saint homme, à savoir quelque chose qui permet au symbolique, à l'imaginaire et au réel de continuer de tenir ensemble, quoique là, aucun ne tient plus avec l'autre. Ceci grâce à deux erreurs. Je me suis permis de définir comme saint homme, non pas permet au nœud à trois, de faire encore nœud à trois, mais ce qu'il conserve dans une position telle qu'il ait l'air de faire nœud à trois. Voilà ce que j'ai avancé tout doucement la dernière fois. Et je vous le réévoque incidemment. J'ai pensé, faites-en ce que vous voudrez, j'ai pensé que c'était là la clé de ce qui était arrivé à Joyce. Que Joyce a un symptôme qui part de ceci, que son père était carent, radicalement carent, il ne parle que de ça. J'ai centré la chose autour du nom propre. Et j'ai pensé que, faites-en ce que vous voulez, et j'ai pensé que c'est de se vouloir un nom que Joyce a fait la compensation de la carence paternelle. C'est tout au moins ce que j'ai dit, parce que je ne pouvais pas dire mieux. J'essaierai d'articuler ça d'une façon plus précise, mais il est clair que l'art de Joyce est quelque chose de tellement particulier que le terme saint homme est bien ce qui lui convient. Il se trouve que vendredi, à ma présentation de quelque chose qu'on considère généralement comme un cas,
un cas, un cas de folie, assurément. Un cas de folie qui a commencé par le saint homme, parole s'imposer. C'est tout au moins ainsi que le patient articule lui-même. C'est quelque chose qui me paraît tout ce qu'il y a de plus sensé dans l'ordre d'une articulation que je peux dire être lacanienne. Comment est-ce que nous ne sentons pas tous que des paroles dont nous dépendons nous sont en quelque sorte imposées. C'est bien en quoi ce qu'on appelle un malade va quelquefois plus loin que ce qu'on appelle un homme normal. La question est plutôt de savoir pourquoi est-ce qu'un homme normal, dit normal, ne s'aperçoit pas que la parole est un parasite, que la parole est un placage, que la parole est la forme de cancer dont l'être humain est affligé. Comment est-ce qu'il y en a qui vont jusqu'à le sentir? Il est certain que là-dessus, Joyce nous donne un petit soupçon. Je veux dire que je n'ai pas parlé la dernière fois. Sa fille, Lucia, puisqu'il a donné à ses enfants des noms italiens, je n'ai pas parlé de la fille Lucia par un dessein de ne pas donner dans ce qu'on peut appeler la petite histoire. La fille Lucia vit encore. Elle est dans une maison de santé en Angleterre. Elle est ce qu'on appelle, comme ça couramment, une schizophrène. Mais la chose m'a été, lors de ma dernière présentation de cas, rappelée en ceci que le cas que je présentais avait subi une aggravation après avoir eu le sentiment que je considère, quant à moi, comme sensé, le sentiment de parole qui lui était imposée. Les choses se sont aggravées et qu'il a eu le sentiment non seulement que des paroles lui étaient imposées, mais qu'il était affecté de ce qu'il appelait lui-même télépathie, qui n'était pas ce qu'on appelle couramment de ce mot, à savoir d'être averti de choses qui arrivent aux autres, mais que par contre, tout le monde était averti de ce qu'il se formulait lui-même à part lui, à savoir ses réflexions les plus intimes.
tout à fait spécialement les réflexions qui lui venaient en marge des fameuses paroles imposées, car il entendait quelque chose, sale assassinat politique, ce qu'il faisait équivalent à sale assistanat politique. On voit bien que là, le signifiant se réduit à ce qu'il est, à l'équivoque, à une torsion de voix, mais à sale assistanat ou à sale assassinat dit politique, il se disait à lui-même en réponse quelque chose, à savoir quelque chose qui commençait par un mais et qui était sa réflexion à ce sujet. Et ce qui le rendait tout affolé, c'était la pensée que ce qu'il se faisait comme réflexion en plus de ce qu'il considérait comme des paroles qui lui étaient imposées, c'était cela qui était aussi connu de tous les autres. Il était donc, comme il s'exprime, télépathe émetteur, autrement dit, il n'avait plus de secret. Et cela même, c'est cela qui lui a fait commettre une tentative d'en finir, la vie lui étant de ce fait de n'avoir plus de secret, de n'avoir plus rien de réservé, qui lui a fait commettre ce qu'on appelle une tentative de suicide, qui était aussi bien ce pourquoi il était là et ce pourquoi j'avais en somme à m'intéresser à lui. Ce qui me pousse aujourd'hui à vous parler de la fille Lucia est très exactement ceci. On était bien gardé la dernière fois pour tomber dans la petite histoire. C'est que Joyce, qui a défendu farouchement sa fille la schizophrène, qu'on appelle schizophrène, contre la prise des médecins, Joyce n'articulait qu'une chose, c'est que sa fille était une télépathe. Je veux dire que dans les lettres qu'il écrit à son propos, il formule qu'elle est beaucoup plus intelligente que tout le monde, qu'elle l'informe miraculeusement, et le mot sous-entendu, de tout ce qui arrive à un certain nombre de gens, que pour elle, ces gens n'ont pas de secret. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de saisissant, non pas du tout, je pense, fut effectivement un télépathe, qu'elle sut ce qui arrivait à des gens qui n'avaient pas sur lesquels elle n'avait pas plus d'informations qu'une autre, mais que Joyce lui attribue
certain nombre de signes, de déclarations que lui, il entendait d'une certaine façon. C'est bien le quelque chose où je vois que pour défendre, si on peut dire, sa fille, il lui attribue quelque chose qui est dans le prolongement de ce que j'appellerais momentanément son propre symptôme. C'est à savoir, il est difficile dans son cas de ne pas évoquer mon propre patient tel que chez lui ça avait commencé. C'est à savoir qu'à l'endroit de la parole, on ne peut pas dire que quelque chose n'était pas à Joyce imposé. Je veux dire que dans le progrès, en quelque sorte, continu qu'a constitué son âme, à savoir cette parole qui vient à être écrite, de la briser, de la démantibuler, de faire qu'à la fin, ce qui, à lire, paraît un progrès continu depuis l'effort qu'il faisait dans ses premiers essais critiques, puis ensuite dans le portrait de l'artiste, et enfin dans Ulysse, pour terminer par Finnegans Wake. Il est difficile de ne pas voir qu'un certain rapport à la parole lui est de plus en plus imposé au point qu'il finit par dissoudre le langage même, comme l'a noté fort bien Philippe Solers, je vous ai dit ça au début de l'année, imposer au langage même une sorte de brisure, de décomposition qui fait qu'il n'y a plus d'identité phonatoire. Sans doute y a-t-il là une réflexion au niveau de l'écriture. Je veux dire que c'est par l'intermédiaire de l'écriture que la parole se décompose en s'imposant. Compose en s'imposant comme telle, à savoir dans une déformation dont reste ambigu de savoir si c'est de se libérer du parasite parolier dont je parlais tout à l'heure, qu'il s'agit, ou au contraire de quelque chose qui se laisse envahir par les propriétés d'ordre essentiellement phonémique de la parole, par la polyphonie de la parole. Quoi qu'il en soit, que Joyce articule à propos de Lucia pour la défendre, qu'elle est une télépathe, me paraît raison.
malade, dont je considérais le cas la dernière fois que j'ai fait ce qu'on appelle ma présentation à Sainte-Anne, me paraît certainement indicatif de quelque chose dont je dirais que Joyce témoigne en ce point même, qui est le point que j'ai désigné comme étant celui de la carence du père. Ce que je voudrais marquer, c'est que ce que j'appelle, ce que je désigne, ce que je supporte du symptôme, qui est ici marqué d'un rond de ficelle. Ce est censé, par moi, se produire à la place même où, disons, le tracé du nœud fait erreur. Il nous est difficile de ne pas voir que le lapsus est ce sur quoi, en partie, se fonde la notion de l'inconscient. Que le mot d'esprit en soit aussi, est aversé au même compte. Car après tout, le mot d'esprit, il n'est pas impensable qu'il résulte d'un lapsus. C'est tout au moins ainsi que Freud lui-même l'articule, c'est à savoir que c'est un court-circuit, que, comme il l'avance, c'est une économie au regard d'un plaisir. Que ce soit à la place même où le nœud rate, où il y a une sorte de lapsus de nœud lui-même, et quelque chose qui est bien fait pour obtenir que je moi-même du mari raté à l'occasion, c'est bien ce qui, en quelque sorte, confirme qu'un nœud, ça se rate. Ça se rate tout aussi bien que l'inconscient est là pour vous montrer que c'est à partir de sa consistance à lui, à l'inconscient, qu'il y a des tas de ratés. Mais si ici se renouvelle la notion de faute, que la faute dont la conscience fait le péché est de l'ordre du lapsus. L'équivoque du mot est aussi bien ce qui permet de le penser, de passer d'un sens à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a dans la faute, cette faute première dont Joyce nous fait tellement d'état? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du lapsus? Ceci, bien sûr, n'est pas sans évoquer tout un imbroglio. Mais nous en sommes là, nous sommes dans le nœud, et du même coup dans l'embrouille. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'à vouloir corriger le lapsus au point même où il se produit,
Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se produisent là? Il y a équivoque, puisque en deux autres points, nous avons la conséquence du lapsus qui s'est produit ailleurs. Le frappant est que ailleurs, ça n'a pas les mêmes conséquences. C'est ce que j'illustre de la façon qu'ici, essayer de dessiner. Vous pouvez, si vous faites attention, vous pouvez voir d'une façon dont il répond, vous pouvez voir que à réparer par un symptôme au point même où le lapsus se produit, vous n'obtenez pas le même en mettant le symptôme à la place même où c'est produit, ou bien en corrigeant de même par un symptôme la chose en les deux autres points, car en corrigeant le lapsus dans les deux autres points, ce qui est aussi concevable, puisque ce dont il s'agit, c'est de faire que quelque chose subsiste, primitive, structure du nœud à trois. Le quelque chose qui subsiste du fait de l'intervention du symptôme est différent quand ça se produit au point même du lapsus, est différent de ce qui se produit si, de la même façon, corrigé dans les deux autres points du nœud à trois par un symptôme. Chose frappante. Il y a quelque chose de commun. Dans la façon dont se nouent les choses, il y a quelque chose qui marque à une certaine direction, à une certaine orientation, à une certaine, disons, extragyrie de la compensation. Mais il n'en reste pas moins clair qu'ici, ce qui résulte de la compensation nouée, de la compensation par le symptôme, est différent de ce qui se produit ici et là. La nature de cette différence est ceci. C'est que entre ceci et ceci, à savoir le symptôme et la boucle qui se fait ici, si je
dire spontanément, est inversible que ceci à cela, à savoir le 8, disons rouge, et le rond vert est strictement équivalent. À l'inverse, il n'y avait qu'à prendre un nœud de 8, fait ainsi, vous obtiendrez très aisément l'autre forme. Il n'y a rien de plus simple. C'est même imaginable. Il vous suffit de concevoir, de tirer les choses de telle sorte que sur le rouge, de sorte à faire que le rouge bien plus facile que voir, de sentir qu'il y a toutes les chances que ce qui est alors d'abord un vert deviendra un 8 vert. Et à l'usage, vous verrez que c'est un 8 exactement de la même forme, de la même dextrogyrie. Il y a donc strictement équivalence et il naît, après ce que j'ai frayé autour du rapport sexuel, il n'est pas difficile de suggérer que quand il y a équivalence, c'est bien en cela qu'il n'y a pas de rapport. Si, pour un instant, nous supposons que ce qu'il est là est un ratage du nœud à 3, ce ratage est strictement équivalent, il n'y a pas besoin de le dire, dans les deux sexes. Et si ce que nous voyons ici comme équivalent est supporté du fait que, aussi bien dans un sexe que dans l'autre, il y a eu ratage du nœud, clair, le résultat est ceci, que les deux sexes sont équivalents. À ceci près, pourtant, que si la faute est réparée à la place même, les deux sexes, ici symbolisés par les deux couleurs, les deux sexes ne le sont plus équivalents. Car ici, vous voyez ce qui correspond à ce que j'ai appelé tout à l'heure équivalence. Ce qui correspond est ceci, qui est loin d'être équivalent. Si ici, une couleur peut être remplacée par l'autre, inversement, ici, vous voyez le rond vert, et si je puis dire, interne à l'ensemble de ce qui est ici supporté, le double 8 rouge, et qui ici se retrouve dans le double 8 vert. Cela, c'est intentionnellement que je vous inscrit de cette façon, c'est pour que vous les reconnaissiez comme tels. Ici, le vert a
c'est même là-dessus que j'ai fait travailler notre cher Jacques-Alain Miller, qui était à la maison de campagne, en même temps que j'y fais ceci. Je lui ai, à juste titre, contrairement à ce que je lui ai avancé cette forme, en le priant de découvrir l'équivalence qui aurait pu se produire, mais que l'équivalence ne peut pas se produire comme il apparaît de ceci, c'est que le verre au regard double vide rouge est quelque chose qui ne saurait franchir, puis dire, la bande externe de ce double vide rouge. Il n'y a donc pas au niveau du symptôme, il n'y a pas équivalence des rapports du vert et du rouge pour nous contenter de cette désignation simple. C'est dans la mesure où il y a symptôme qu'il n'y a pas équivalence sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a rapport. Car il est bien sûr que si nous disons que le non-rapport relève de l'équivalence, c'est dans la mesure où il n'y a pas équivalence que se structure le rapport. Il y a donc à la fois rapport sexuel et pas rapport, à ceci près que là où il y a rapport, c'est dans la mesure où il y a symptôme, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est du symptôme qu'est supporté l'autre sexe. Je me suis permis de dire que le symptôme, c'est très précisément le sexe auquel je n'appartiens pas, c'est-à-dire une femme. Si une femme est un saint homme, pour tout homme, il est tout à fait clair qu'il y a besoin de trouver un autre nom pour ce qu'il en est de l'homme pour une femme, puisque justement le saint homme se caractérise de la non-équivalence. On peut dire que l'homme est pour une femme tout ce qui vous plaira, à savoir une affliction pire qu'un saint homme. Vous pouvez bien l'articuler comme il vous convient. Un ravage même. Mais s'il n'y a pas d'équivalence, vous êtes forcé de spécifier ce qu'il en est du saint homme. Il n'y a pas d'équivalence. C'est la seule chose, c'est le seul réduit où se supporte ce qu'on appelle
chez le par-l'être, chez l'être humain, le rapport sexuel. Est-ce que ce n'est pas ce que nous démontre ce qu'on appelle, c'est un autre usage du terme, la clinique, c'est le cas de le dire, le lit. Quand nous voyons les êtres au lit, c'est quand même là, pas seulement dans les lits d'hôpital. C'est tout de même là que nous pouvons nous faire une idée de ce qu'il en est de ce fameux rapport. Ce rapport, ce lit, c'est le cas de le dire, est lié cette fois-ci. Ce rapport se lie à quelque chose dont je saurais avancer, et c'est bien ce qui résulte. Tout ce que j'entends sur un autre lit, sur le fameux divan, où on m'en raconte à la longue, c'est que le lien étroit du saint homme, c'est quelque chose dont il s'agit de situer ce qu'il a à faire avec le réel de l'inconscient, si tant est que l'inconscient soit réel. Comment savoir si l'inconscient est réel ou imaginaire? C'est bien là la question. Il participe d'une équivoque entre les deux, mais de quelque chose dans quoi, grâce à Freud, nous sommes dès lors engagés, et engagés à titre de saint homme. Je veux dire que désormais, c'est au saint homme que nous avons affaire dans le rapport lui-même tenu par Freud pour naturel, ce qui ne veut rien dire, le rapport sexuel. C'est là-dessus que je vous laisserai aujourd'hui, parce qu'aussi bien, faut bien que je marque d'une façon quelconque ma déception de ne pas vous avoir ici rencontré plus rare.